Allez, aujourd'hui on va créer ensemble un algorithme de trading en Python. Si t'as jamais codé, c'est pas un problème, je vais t'accompagner pas à pas et te donner tout le code prêt à l'emploi. On va commencer par installer un environnement Python, configurer un éditeur de code, ensuite on va récupérer les données historiques pour construire une stratégie avec des indicateurs techniques, et on terminera par un backtest complet pour voir comment la stratégie se serait comportée. Allez, c'est parti. Donc on va commencer sur notre notebook. Ceux qui ont déjà le notebook avec Python installé, vous pouvez directement passer à la section 2, car la 1, ça va être simplement pour installer son environnement Python. Moi, je vais être sous Mac, mais vous inquiétez pas, si vous êtes sur Windows, on va uniquement travailler avec de l'interface graphique, donc il n'y aura pas de différence de ligne de commande. Et donc on va commencer par parler des environnements virtuels. Ça va être un peu la base de notre code. Quand on code en Python, on va vite avoir plusieurs projets ou plusieurs besoins de librairies, et l'environnement virtuel, il va nous permettre d'avoir notre projet dans une petite boîte dédiée avec sa propre version Python, la propre version de chaque librairie, et on n'aura pas de conflit comme ça quand on change de projet ou qu'on veut tester une nouvelle librairie. Donc ça va vous simplifier la vie, et moi j'utilise toujours ces environnements virtuels et c'est vraiment très pratique. Donc pour ça, on va utiliser Anaconda. Donc vous pouvez vous rendre sur anaconda.com. On va aller dans Free Download, Skip Installation. Donc là voilà, si vous êtes sous Windows ou Mac, à vous de choisir. Moi je vais rester sous Mac, mais j'ai testé sous Windows aussi dans une machine virtuelle et c'est identique. Donc une fois que c'est téléchargé, on l'ouvre. A few moments later. Donc maintenant on va installer Anaconda, procédure classique. Hein. Maintenant qu'Anaconda est installé, ça peut prendre un petit moment, je voulais passer, on va aller voir tout de suite dans Anaconda Navigator. Donc pour ça, voilà, maintenant vous avez sur votre PC ou votre Mac Anaconda Navigator, donc vous cliquez dessus. Donc voilà, maintenant on arrive sur Anaconda Navigator, là il va charger pas mal de paquets. Bon, pour l'instant on va pas mettre à jour. Donc, nous ce qui va nous intéresser, ça va être la partie environnement. Donc là, on va voir que moi j'ai plusieurs environnements qui ont été créés pour des tutos et autres. Donc nous, on va créer un nouvel environnement qui va s'appeler tuto par exemple. On va prendre la version de Python 3.12.9 par exemple. On va le créer. Donc maintenant que c'est créé, on voit qu'on a très peu de paquets. Si je compare par exemple à un environnement de travail, donc par exemple celui-ci, bon, voilà, on a un paquet de librairies, donc le nôtre il va être quasiment vierge. On s'en fout pour l'instant, ça va être simplement du code simple et on va venir nous rajouter les librairies dont on va se servir petit à petit. Donc voilà, on a notre environnement tuto qui a été créé. Maintenant on va aller l'utiliser avec un éditeur de code, et pour ça moi je vais vous conseiller Cursor, qui est un éditeur de code que j'utilise tous les jours. Il intègre un peu tous les outils d'IA, donc ça fait gagner un temps de fou, et même pour débuter ça va être intéressant pour vous, même s'il ne faut pas se reposer sur l'IA au début, ça va quand même être un professeur, on va dire, pour gagner du temps. Donc on va télécharger Cursor, ça marche aussi pour Windows, il n'y a pas de problème. Donc maintenant on va installer Cursor, et une fois que vous avez installé Cursor, vous aurez donc sur votre PC ou votre Mac. Alors une fois qu'on arrive sur Cursor, on va avoir cette fenêtre, vous pouvez cliquer ici, on va ouvrir un dossier où on va vouloir créer notre premier script. Donc voilà, moi j'ai créé un dossier tuto, et dans ce dossier là on va venir mettre nos premiers fichiers. Donc voilà, dans Cursor vous allez avoir un onglet à droite avec, on va dire là c'est pour demander à l'IA, vous pouvez choisir le modèle, vous avez de quoi faire si vous voulez ChatGPT, Claude, Gemini et compagnie. Le mode agent, il peut venir modifier directement du code là où on va taper notre code, et le mode ask, par exemple, juste, il va nous répondre sans venir modifier notre code. Et un terminal pour d'autres usages. Donc on va commencer, nous, par créer un fichier notebook. Donc par exemple, notebook. Et donc dans notre notebook, on va voir qu'on va pouvoir ajouter nos blocs de code, donc avec le classique de tous les programmeurs, j'ai envie de dire, le Hello World. Et donc maintenant, si on veut le lancer, on va utiliser le kernel qu'on a créé, donc c'est dans les Python environnements qu'on a fait juste avant avec Anaconda. Donc là, on va retrouver tous les environnements. Là, bon, il y a du bazar parce que j'en ai pas mal en même temps, mais nous, on a créé donc tuto. Donc si on va dans notre environnement, on voit déjà qu'on est sur Python, et là on peut
exécuter notre code, il va juste falloir qu'on installe ce que nous demande Cursor. Donc IP kernel, c'est ce qui va permettre de faire tourner du code dans le notebook. Donc on va l'installer. Cursor, il permet aussi d'installer beaucoup de ressources facilement comme ça, sans vous prendre la tête dans les terminaux de commande. Donc c'est vraiment pratique. Donc maintenant que c'est fait, on peut redémarrer notre notebook et le lancer. Donc Shift Entrée ou Run All. Et donc on a le résultat en dessous. C'est vraiment pratique, les notebooks, moi je vous encourage à utiliser uniquement ça pour apprendre, et même pour la suite pour de la recherche. Parce que ça va vraiment vous permettre en fait de taper votre code et de voir de suite en dessous les résultats, je sais pas, 10+5, et d'avoir les résultats en dessous, donc sur des fonctions très simples ou un calcul très simple. Ça peut être des affichages aussi, et on n'a pas besoin voilà, d'avoir un projet immense avec plein de fichiers et de tout faire en terminal de commande. Donc on va commencer par installer les librairies dont on va se servir dans ce tuto. Ça va être principalement la librairie Panda, NumPy, Matplotlib et YFinance. Moi je les ai déjà installés, mais vous pouvez juste lancer cette ligne. Ensuite, on va importer ces librairies. J'ai simplement rajouté un style dark là pour pas qu'on se fatigue les yeux sur des affichages blancs dans la suite. Et la première partie, ça va être de venir charger des données. Pour ça, on va s'appuyer sur YFinance. Avec son API, on va pouvoir récupérer, par exemple, dans ce cas, Ethereum USD. Donc je vais lancer cette ligne. On va récupérer les données dans df, c'est le nom de la variable, qui est finalement un data frame de la librairie Panda. Ce data frame, on va avoir des fonctions très basiques qu'on va se servir souvent, qui vont être par exemple head, pour voir les 5 premières lignes de notre data frame. Et vous voyez, c'est un peu comme un tableau Excel. Donc il y a head, on a tail aussi pour voir la fin. Si vous mettez juste le nom du data frame, vous allez avoir le head et le tail, donc ça peut permettre de voir qu'on a bien nos premières dates qu'on avait mis, donc début 2022, et la fin en mars 2025. Ensuite, on peut avoir info pour voir plus de détails sur le type des colonnes et la taille que prend le data frame. On va avoir du slicing, donc ça va être pour sélectionner les données dans notre data frame. Vous avez vu qu'on va de 2022 à 2025. Si jamais j'ai envie d'afficher en fait ce qui est au milieu, par exemple le mois de janvier 2023, on va lui demander donc 2023 du 1er janvier au 1er février par exemple. Et là on voit qu'on va bien tout le mois de janvier. Donc ça c'est des outils principalement pour visualiser un peu les données qu'on a téléchargées. Ça sera utile uniquement pour la visualisation, après pour traiter les données on va utiliser d'autres fonctions. Donc voilà, maintenant on va regarder dans nos données si on a des manquants, ce qui peut arriver là sur du daily, je pense pas qu'on en ait beaucoup. Donc là on va utiliser la fonction isnan, et là, qui va nous donner en gros dans le tableau où sont les valeurs nulles. Et si on veut avoir la somme, on va justement utiliser sum, et on verra qu'en fait pour chaque colonne, finalement on n'a pas de valeur manquante. Donc c'est très bien, on peut passer à la suite et se poser la question de la stratégie. Quelle stratégie on va faire aujourd'hui? Moi je vais vous proposer une stratégie de type retour à la moyenne en long only, donc à l'achat. On va utiliser les bandes de Bollinger et un filtre de volatilité pour améliorer les bandes de Bollinger. Donc le principe, je pense que vous le connaissez, c'est en gros dès qu'on a le prix qui descend en dessous des bandes de Bollinger, on va prendre des signaux acheteurs. Et dès que le prix va dépasser les bandes supérieures, on va plutôt chercher à sortir de notre position ou vendre, passer short si on était sur une stratégie long short ou short only. Donc c'est des stratégies que moi j'aime bien, qui sont décorrélées des tendances. Et comme vous le savez, le marché est plus souvent en range ou ne fait rien. Donc c'est des stratégies qui sont très intéressantes, mais qui peuvent sous-performer dans des fortes phases de hausse par exemple. Donc pour commencer, on va calculer les bandes de Bollinger. Donc on va définir une fonction. La fonction, elle va s'appeler addBollinger et elle va avoir 3 arguments. Le premier, ça va être le data frame qu'on a vu précédemment. Le deuxième argument, ça va être Windows, qui va être un int, la valeur 10, c'est sur combien de périodes on va calculer les moyennes, la déviation standard pour nos bandes de Bollinger. Et stddev, c'est par combien on va multiplier la déviation standard pour créer nos bandes supérieures et inférieures. Donc pour calculer les bandes de Bollinger, on commence toujours par la moyenne mobile. Donc pour ça, Panda il va nous donner une fonction qui est super pratique, qui s'appelle rolling. En fait, on va lui donner donc la colonne close qui est le prix,
rolling avec, donc là ça sera 10, et en fait ça va nous créer une fenêtre glissante, et on va simplement ajouter min pour avoir la moyenne. Donc cette ligne-là, elle nous permet d'avoir notre moyenne mobile, sur laquelle après on va rajouter la bande haute et la borne basse des bandes de Bollinger. Donc maintenant on va calculer la déviation standard, donc c'est le même principe, on va toujours utiliser la fonction rolling, la même fenêtre, sauf que là cette fois-ci on va prendre la déviation standard std, et on va stocker ça dans une série panda. Et maintenant on va créer deux nouvelles colonnes, donc la bande haute et la borne basse. Et en fait, le calcul, ça va être simplement la moyenne mobile plus le facteur de déviation standard qu'on a mis ici, et la déviation standard qu'on a calculé juste avant sur la fenêtre glissante. Et pour finir, on va retourner notre data frame qu'on avait en entrée. Donc cette fonction, elle va permettre d'ajouter trois nouvelles colonnes, SMA, upper bb, lower bb, et donc on aura notre indicateur technique qui va être ajouté aux données qu'on a vues. Et la deuxième fonction, ça va être ajouter un signal. Donc on va créer une nouvelle colonne qui s'appelle signal, on va l'initialiser à 0, et là on va rajouter deux conditions. Celle qu'on a vue, donc la première, ça va être si le prix, moi j'ai pris le lot de la bougie, est inférieur à la bande de Bollinger, alors on rentre à l'achat. La fonction lock de Panda, ça va être pour venir modifier des valeurs sous une certaine condition. Donc là par exemple ça serait, on va sélectionner uniquement là où le prix est en dessous de la borne basse de Bollinger, et pour toutes ces valeurs là on va définir 1 à la colonne signal, et ça sera l'inverse pour le signal de vente. Dès qu'on va avoir un prix qui va être plus haut que la borne haute des bandes de Bollinger, et bien dans la colonne signal on va définir -1. Donc pour appliquer ces fonctions, on va simplement faire notre dataframe égale le nom de la fonction, l'argument, on repasse le dataframe avec toutes nos données, la période, là j'ai mis 20, et le facteur de déviation standard 1.7. Et là on ajoute le signal. Donc c'est bien beau tout ce code, mais qu'est-ce que ça donne? Donc si on l'affiche avec la même head comme tout à l'heure, on voit qu'il y a bien nos colonnes qui viennent calculer. Donc SMA, Upper Bollinger Band, Lower Bollinger Band et le signal. Là vous voyez qu'il y a des NaN, la valeur est nulle parce qu'en fait on utilise une fenêtre glissante, donc là de 20 périodes. Et le problème c'est que pour avoir les 20 périodes, il faut attendre 20 jours au moins. Donc en gros les 20 premières valeurs seront nulles jusqu'à ce qu'on ait assez de données pour calculer notre fenêtre glissante. Et si on regarde nos signaux maintenant, donc le signal, on peut l'afficher avec Panda également, avec la fonction plot. Donc là, c'est en fonction du temps. Donc là, on peut voir notre signal qui passe acheteur, vendeur, neutre, etc. en fonction du temps. Et on peut également l'afficher avec un histogramme qui va nous montrer le nombre d'occurrences sur les ordonnées et sur les abscisses, les valeurs. Donc on a bien, la plupart du temps, il n'y a pas de signaux, il se passe rien, en fait on reste neutre. Et de temps en temps on est long, de temps en temps on est short. Donc voilà, plot et hist, c'est deux fonctions très rapides pour juste avoir une idée des données et voir si ça correspond à ce qu'on attend et qu'il n'y ait pas que des 0, que des 1 ou que des -1 par exemple. Pour revenir aux données qui étaient nulles tout à l'heure, on va les supprimer parce qu'elles vont poser des problèmes dans les calculs par la suite. Et pour ça on va utiliser la fonction drop NA, et le inPlace égale true, c'est juste pour aller directement dans le dataframe, enlever ces valeurs, et ça va nous enlever les lignes. Si je le relance, on voit qu'on commence de suite au 20 janvier 2022. Et maintenant on va afficher les indicateurs et les signaux qu'on vient de coder, pour que ça soit quand même plus sympa. Et pour ça, je vais pas vous décrire le code, parce que moi j'estime que tout ce qui est graphique, c'est pas, on n'a pas une valeur ajoutée ultra importante là-dessus, et ça je l'ai généré avec l'IA sur Cursor. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment pour ce qui est affichage. Souvent c'est facile en affichant de voir si le code qui vous a généré ça fonctionne ou pas, mais voilà, vous prenez pas trop la tête sur l'affichage, surtout au début, c'est pas là où est la valeur ajoutée. Donc on l'affiche, on voit bien en bleu nos bandes de Bollinger inférieures supérieures, en vert au milieu la moyenne mobile, et en rouge et en vert les signaux d'achat et de vente générés par cet indicateur et sa stratégie. Donc là on peut se rendre compte d'un problème avec les stratégies de retour à la moyenne,
c'est qu'en général, elle fonctionne bien quand le marché ne bouge pas beaucoup ou est en range. Mais dès qu'on a une forte tendance, vous voyez ici, si on prend que des signaux short, bon, le compte, je pense qu'il va sauter, on va avoir une très mauvaise performance. Et à l'inverse, dans des fortes phases baissières, si on prend que du long, en fait, on va se faire enchaîner. Et pareil, le compte, il va sauter et les performances seront pas très bonnes. Donc, sur cette stratégie, on va essayer plutôt de se focaliser dans des phases de range comme ici ou ici, mais surtout éviter voilà, ces grosses baisses vu qu'on est sur du long only. Et pour ça, je vais vous proposer un filtre de volatilité, mais qui va uniquement se focaliser sur la volatilité à la baisse. Parce que souvent, bon, la volatilité à la hausse sur du long only, j'ai envie de dire, on sera content de l'avoir. Mais voilà, là on va se focaliser sur la baisse pour en fait essayer de limiter le risque dans des phases très fortement baissières pour notre stratégie. Donc pour notre fil de volatilité, on va utiliser cette fonction Calculate Negative Volatility. L'entrée c'est toujours pareil, on va avoir notre DataFM Panda. La colonne sur laquelle on veut calculer la volatilité, là ça sera le close de chaque bougie, et la période. Donc on va commencer par calculer les variations de prix entre chaque jour en pourcentage. Donc ça je vais vous l'afficher comme ça sera un peu plus parlant. Ça va être toutes les variations donc entre chaque jour. Et nous voilà, on va vouloir vraiment éviter les grosses variations à la baisse qu'on peut retrouver ici ou ici. Et c'est ce qu'on va faire dans la fonction que j'ai commencé à vous décrire. Donc nous on va garder uniquement les variations négatives avec la fonction where de la Panda série, où on va retourner uniquement ce qui est inférieur à 0, et le reste on mettra 0. Et maintenant on va calculer la déviation standard, qui est la volatilité souvent en finance, avec toujours notre fonction rolling et notre fenêtre, sauf que cette fois on le fera sur les retours négatifs. Et on retourne cette valeur. Donc ici je vais créer une nouvelle colonne qui s'appelle negvol, qui finalement va être le calcul de la volatilité, avec toujours la colonne close. Là j'ai mis une fenêtre de 10. Et ensuite on va créer un filtre avec la volatilité. Donc moi je veux que, en gros, s'il y a peu de volatilité à la baisse, on peut utiliser la stratégie. Et s'il y a trop de volatilité justement à la baisse, il faut surtout pas utiliser la stratégie et rester stand-by sur le côté du marché. Donc c'est ce qu'on fait ici. La colonne de la volatilité. Ensuite j'ai défini un seuil, on va voir après en graphique pourquoi j'ai mis ce seuil là. On va réutiliser notre fonction lock qu'on a déjà utilisée précédemment pour définir en fait où est-ce que la volatilité négative est supérieure à notre seuil. Et bien on va définir la colonne volatFilter à 0 et à l'inverse, si la volatilité négative est en dessous ou égale à notre seuil, on va définir à 1, ça veut dire qu'on pourra utiliser la stratégie. Et pour finir, on va appliquer le filtre au signal. Donc on avait une colonne avec donc tous ces signaux là, et maintenant on veut que, par exemple dans cette zone, si le filtre de volatilité négative dit qu'il ne faut pas y aller, donc qui est à 0, il ne faut pas que le signal passe. Donc c'est pour ça qu'ici, on va définir donc, dans la colonne signal, tous les endroits où le filtre de volatilité sera égal à 0, on veut mettre 0. Donc peu importe la valeur de signal, du moment où le filtre de volatilité sera égal à 0, on mettra la valeur 0. Et maintenant on va afficher. Donc là je vous ai mis IA, c'est pareil, hein, ça je l'ai pas codé moi, j'ai juste demandé dans Cursor qui me génère l'affichage que je souhaitais et pour gagner du temps. Après vous pouvez regarder, hein, on peut le lire et comprendre chaque élément, tous les axes, etc. Mais c'est pas forcément le plus important. Donc maintenant on a affiché, dans le graphique au-dessus je vous ai mis le prix, le close, et en vert et rouge, finalement on va voir le filtre de volatilité. Donc ici c'est la volatilité négative, tout à l'heure on a mis voilà, un seuil à en gros 0,25 par ici, pour justement voilà, éviter toutes ces gros spikes qu'on a, qui sont des forts moments de baisse, et ça nous permet après de créer le filtre de volatilité. D'ailleurs là j'ai mis trend mais c'est volatilité. Donc on peut voir que dans les périodes de range où il ne se passe pas grand chose, ou alors là vu qu'on est sur du long only, à la hausse c'est pas très grave, le filtre autorise voilà, la stratégie à fonctionner, de bande de Bollinger, et lors des phases de baisse par exemple ici, on a le filtre qui passe à 0 pour qu'on évite de prendre des signaux, ici aussi, et protéger le capital.
Donc maintenant qu'on a vu ça, on va backtester cette stratégie pour voir les performances qu'elle a et on pourra aussi comparer avec et sans filtre de volatilité pour voir la différence. Donc le backtest, on va faire assez simple, hein. On n'aura pas de gestion de la taille des trades, ça va être où on n'a pas de capital, où on est à 100% investi, ce qui n'est pas recommandé pour des vraies applications, mais bon, dans le cadre d'un tuto, ça ira très bien. Une position à la fois, on n'a pas de multi-asset, multi-position, et on va limiter le temps d'un trade, là par exemple à 15 bars, donc 15 jours, et c'est ce qu'il faut faire pour du retour à la moyenne, parce qu'en fait, quand vous allez prendre un trade de retour à la moyenne, vous attendez un retour assez rapide, c'est souvent des stratégies plutôt court-moyen terme, et on n'est pas là à suivre une tendance jusqu'à ce que la tendance s'arrête, ou justement dans l'autre cas du suivi de tendance, il ne faut surtout pas couper le trade au bout de X jours. Donc pour commencer, on va générer des positions. Donc là, je vais initialiser une colonne position avec des valeurs nulles. Et ensuite, encore avec notre fonction lock. Donc dans la colonne position, dès qu'on aura un signal égal à 1, on va définir position 1. Et à l'inverse, dès qu'on aura un signal de vente dans le signal, on définira dans la colonne position 0. Et donc ici, on peut le voir, on a initialisé, donc on a beaucoup de nan parce que pour l'instant, on a juste mis des 1 et des 0 quand il y avait un signal. Donc là, par exemple, signal 1, on met 1 à la position. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est, en fait, oui, il y a eu un signal, mais en fait, il y a encore la position qui tient. Tant qu'on n'a pas de signaux négatifs ou qu'on n'a pas dépassé nos 15 barres, en fait, il faut que la position se tienne. Donc pour ça, on va utiliser la fonction forward filling, qui va nous permettre de propager la dernière valeur connue dès qu'on a des valeurs nulles. Donc si je la lance, on voit qu'on tient la position jusqu'au prochain signal qui sera moins 1. On n'a pas encore le timer qui va nous dire ça fait 15 bars, on sort de position si on n'a pas touché le signal de sortie. Et là on va finir par cleaner les données. Cette ligne-là, c'est simplement pour remplir avec des zéros les nan qu'on peut avoir en fait au début du data frame. Vu qu'on n'avait pas de signal, on va être sur des valeurs nulles au tout début. Et la dernière pour définir la colonne position comme un int, donc des entiers, et pas des flottants. Et si on l'affiche, maintenant on voit nos positions, donc dès qu'il y a un signal, on tient, voilà, on voit toutes nos positions, et on voit ce qu'on veut pas nous dans cette stratégie, qui sont des positions qui tiennent, je sais pas, plusieurs mois. On veut que des petites spikes comme ça, des positions qui vont durer 15 jours maximum, ou moins si jamais le signal de vente arrive avant. Donc pour ça, j'ai créé une fonction pour appliquer une limite de tenue de la position. On va la découper ensemble. Donc l'entrée, ça va être le data frame, le nombre de barres maximum qu'on veut tenir la position. Donc on va commencer par créer une nouvelle colonne qu'on va appeler hold counter qui sera égale à 0. C'est celle qu'on va venir incrémenter pour compter une fois qu'on est dans le trade. Est-ce que ça fait 5 périodes, est-ce que ça fait 10, et si on arrive à 15, sortir si on n'a pas eu de signal de vente. Donc ici on va utiliser une boucle for qui va itérer en gros de 1 à la dernière ligne du data frame. La fonction len, ça va nous donner le nombre de lignes qu'on a dans notre data frame. Et donc pour chaque ligne, on va venir vérifier la position. Donc si la position est égale à 1, iLock on l'a pas vu, mais ça permet d'avoir la valeur à la ligne. Donc la i en fait va venir itérer, s'incrémenter à chaque fois qu'on va passer. Donc par exemple 1 pour la ligne 1, 10 pour la ligne 10, etc. Donc dès qu'on aura sur une ligne une position qui est égale à 1, on va regarder si en gros on avait déjà une position ouverte. Donc si on avait déjà une position ouverte, donc à iLock moins 1, en fait on va juste incrémenter notre compteur. Et si c'est une nouvelle position, on va dire que le compteur maintenant il est égal à 1. Et puis pour finir, dès que la colonne hold counter dépassera le max bar, donc la 15, on définira la colonne position égale à 0. Donc cette fonction, en gros, dès qu'on a une nouvelle position, si on a déjà une position en cours, on va incrémenter la colonne hold counter. Et sinon, on va l'initialiser à 1, c'est une nouvelle position. Et si on a dépassé le seuil, on coupe la position. Donc maintenant, on va l'appliquer. Et on va regarder. Donc là, je vous ai pris un segment où ça se voit. Hop. Donc là, on a la position donc, en fait, qui a été ouverte ici. Donc le premier signal
à 1 ici. On voit la position qui passe à 1, le compteur qui était à 0 qui passe bien à 1. Et on va aller jusqu'à 14 pour qu'à la 15e barre, finalement, on ait clôturé notre position parce qu'on n'a pas eu, finalement, on n'a pas eu de signal de vente durant tout ce temps. Donc, en fait, on coupe notre position. Et maintenant, si on réaffiche les signaux, on voit qu'on n'a plus des tenues de position qui durent plusieurs mois. On n'a que des trades assez courts, entre guillemets, et qui collent à la stratégie de retour à la moyenne. Bon, c'est bien beau nos signaux, mais maintenant, on veut voir quelle performance ou quel gueule ça a sur un graphique. Et on va commencer par calculer les rendements. Comme on l'a vu tout à l'heure, la fonction PST-Change, elle permet d'avoir le pourcentage de changement entre chaque jour. Donc ça va nous donner les retours du marché. Et nous, il va falloir qu'on applique ces retours du marché uniquement quand on était en position. Donc quand on est ici, en gros, on capte la performance du marché. Et en gros, quand on est à 0, vu qu'on est en dehors du marché, on ne capte pas du tout la performance du marché. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc, finalement, la colonne stratégie return, on va définir que ça soit égal à, en gros, le return, la performance du marché, fois notre position. En gros, si on est en position 1, on prend la performance du marché. Et si on l'est pas, si on a 0, on ne prend pas la performance. Et il y a cette fonction shift 1 qui fait toute la différence dans ce cas-là. Parce que si on ne l'utilisait pas, en fait, on aurait, on va dire, une fuite de données. Parce qu'on utiliserait les données du futur. C'est-à-dire que lorsque, par exemple ici, à T-1, on ouvre notre position, si on multiplie simplement la position avec le market return, ça nous donnerait en gros 0,05, sauf que ça c'est la performance en gros de T-2 à T-1, et le problème c'est que nous quand on prend notre position, c'est à la clôture. Donc à la clôture, à la fin de la journée, on n'a pas le return entre la veille et aujourd'hui. Donc ça viendrait biaiser les performances à la hausse. Et si on utilise Shift, en fait, on va venir décaler d'une ligne le signal, ce qui va nous permettre, où on dit, ben voilà, ça par exemple, c'est lundi, en gros, la clôture, on dit on prend position, donc à 23h59, et en fait, il ne faut pas qu'on prenne la performance de cette journée-là, vu qu'elle vient d'être finie. Donc c'est pour ça qu'avec le Shift, on aura un 0, et finalement, le return de la stratégie restera à 0. Et c'est que le lendemain, une fois qu'on est rentré en position, qu'on était déjà en position durant toute la journée, qu'on va pouvoir prendre en compte les market return, et donc que notre stratégie aura la même performance que le marché. On n'a pas enlevé les frais, etc. Mais voilà. Donc voilà, pour finir, pensez toujours, dès que vous générez des signaux, on est sur des clôtures, et d'utiliser Shift pour pas en fait utiliser les returns, les performances du marché qui ont été faites avant votre signal. Ça serait dommage, et ça va faire mal après qu'on va passer en live aussi. Donc une fois qu'on a généré donc la performance de notre stratégie avec la position fois le market, fois la performance du marché, on va venir cumuler tout ça pour avoir la performance finale. Donc pour ça, on va utiliser la fonction comprod sur la stratégie return qui vont en fait jour après jour s'accumuler dans cette nouvelle colonne. Et ensuite, on va utiliser iLock-1 qui va prendre la dernière ligne, donc la dernière valeur qu'on a, pour nous donner le total return. Donc voilà, là on a une performance qui est pas mal. Après, il faut voir le drawdown, etc. Parce que si on a des drawdowns de moins 80%, ça va pas le faire. Donc pour finir, on va calculer le drawdown. Donc pour ça, on va reprendre les cumuls de la performance de notre stratégie. On va regarder le maximum. Et pour chaque ligne, on va regarder en gros la différence entre le max et le cumul actuel. Et on prendra la valeur minimum, donc le drawdown le plus important, et on va voir si on va pleurer ou pas. Et puis pour finir, le Sharpe Ratio, là j'ai fait très simple. Si vous voulez aller beaucoup plus loin sur le Sharpe Ratio, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui rentre en détail. Vous pouvez la retrouver ici ou en description. Donc on va lancer tout ça, et on va voir qu'on a des performances qui sont plutôt pas mal d'ailleurs. Avec un rendement de 160%, un drawdown de 13, et ça nous donne un Sharpe Ratio d'environ 1.5. Et pour finir, on va afficher tout ça. Donc en jaune, on a la performance de l'Ethereum brut, donc il n'y a aucune stratégie. Et en bleu, on voit l'allocation, la performance de notre stratégie de retour à la moyenne. Et on voit que pendant les fortes baisses, on n'a pas eu de problème avec notre stratégie. Et on va comparer tout de suite, si on enlève le filtre de volatilité, voir ce que ça donne. Et donc là, j'ai enlevé le fil de volatilité. Donc on voit qu'on a beaucoup plus de signaux.
La performance est nettement moins bonne vu qu'on est à 7% et qu'on a pris moins 40% dans la tête. Et sur le graphique, ça se voit. Ici, ça va. Ça n'a pas l'air d'avoir trop pris, mais on voit bien qu'ici, bon là, c'est la cata, quoi. On se fait bien éclater dans ces deux baisses-là. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si le trading algorithmique est un domaine qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, je vais te partager des vidéos du niveau débutant, intermédiaire, avancé et mes propres expériences professionnelles. Et en attendant, je te souhaite un bon trading.